Peut-être avez-vous déjà entendu parler de personnes qui sont devenues millionnaires du jour au lendemain, ont vécu une vie de luxe et d'ostentation, mais qui, en peu de temps, ont tout perdu, revenant à la pauvreté. Des histoires comme celle-ci choquent. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que quelque chose de similaire est arrivé non pas à une personne, mais à un pays entier. Et non, je ne parle pas du Venezuela. Je parle de Nauru, une petite île perdue au milieu du Pacifique qui a déjà été considérée comme l'endroit le plus riche du monde. Cependant, de mauvais choix, la cupidité et une gestion désastreuse ont transformé ce paradis en l'un des pays les plus pauvres, vulnérables et oubliés de la planète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ce pays et découvrir comment il est passé d'un symbole de richesse et de prospérité à un portrait de pauvreté et de décadence. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Située au cœur de l'océan Pacifique central, Nauru est une île minuscule, entourée par la mer dans toutes les directions. Sa position isolée en fait l'une des nations les plus reculées de la planète. Pour vous donner une idée, la nation la plus proche est Kiribati, à environ 300 km à l'est, tandis que l'Australie, son principal allié économique et politique, se trouve à plus de 4000 km de distance. Avec seulement 22 km² de superficie, Nauru est le troisième plus petit pays du monde, juste derrière le Vatican et Monaco. Il est si petit qu'on peut en faire le tour en voiture en moins de 30 minutes. Cette petite dimension fait que tout est très proche. Plages, maisons, écoles et bâtiments administratifs se mélangent presque, créant un environnement compact et particulier. La géographie de l'île est marquée par un anneau côtier étroit et plat où se concentrent les villages et la majeure partie de la population. L'intérieur, en revanche, révèle un paysage totalement différent. Un plateau central rempli de colonnes de calcaire tranchantes et de cratères profonds, résultat de l'exploitation effrénée du phosphate qui a dévasté une grande partie du sol fertile. Numéro 2. Population. Avec un peu plus de 10 800 habitants, Nauru fait partie des nations les moins peuplées du monde. C'est comme si tout le pays avait la population d'un seul quartier d'une grande ville. La majorité des habitants sont des Nauruans natifs, descendants de peuples austronésiens et micronésiens, mais il existe aussi de petites communautés d'étrangers venus principalement des Philippines, de Chine et des îles voisines du Pacifique, attirés par le travail pénible des mines et qui ont fini par rester. La densité de population est élevée pour un territoire aussi petit. Presque tout le monde vit près du littoral, où se concentre l'infrastructure de base de l'île, puisque l'intérieur a été dévasté par l'exploitation minière et est devenu pratiquement inhabitable. Cette concentration crée une vie quotidienne extrêmement compacte. Les voisins sont toujours proches, les familles se connaissent et la vie se déroule en communauté. La langue officielle est le Nauruan, une langue d'origine micronésienne parlée uniquement sur cette île, ce qui en fait l'une des langues les plus rares de la planète. Numéro 3. Richesse. Nauru a autrefois été synonyme de prospérité. Pendant les décennies de 1960 et 1970, cette petite île a atteint un exploit impressionnant. En 1975, elle est devenue le pays le plus riche du monde en PIB par habitant. Tout cela grâce à l'exploitation d'une seule ressource naturelle, le phosphate, un minéral précieux formé par l'accumulation d'excréments d'oiseaux marins pendant des milliers d'années. Essentiel à la production d'engrais, de cosmétiques et d'aliments pour animaux, le phosphate a transformé la petite île en une véritable mine d'or blanc. La richesse est arrivée de manière si soudaine et intense que la vie des Nauruans a complètement changé. L'éducation et la santé sont devenues gratuites, et les habitants bénéficiaient d'un niveau de vie supérieur à celui des citoyens de pays comme la France, l'Allemagne et le Japon. Beaucoup de Nauruans ont cessé de travailler et ont commencé à vivre uniquement des redevances versées par l'exploitation minière, tandis que des travailleurs étrangers étaient amenés de Chine et des Philippines pour effectuer les travaux les plus pénibles. Le luxe était partout, des routes pleines de voitures importées haut de gamme, des maisons modernes, des voyages internationaux et des investissements audacieux à l'étranger. C'était comme si une île minuscule avait, soudainement, le pouvoir économique d'une grande puissance mondiale. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Décadence. Le phosphate, qui a soutenu l'île pendant des années, a également détruit ce qu'elle avait de plus précieux, sa propre terre. L'exploitation à un rythme effréné a dévasté l'intérieur, détruit le sol fertile et rendu plus de 80% du territoire inhabitable, transformant ce qui était déjà un espace réduit en une terre marquée par la destruction.
L'intérieur de l'île a commencé à montrer un paysage dévasté, couvert de cratères atteignant 15 mètres de profondeur et de tours de calcaire tranchantes éparpillées comme des épines. Vu d'en haut, Nauru ressemble à un paradis entouré par le bleu du Pacifique, mais avec un cœur marqué par des blessures irréparables. Les températures moyennes sont montées à environ 30 degrés Celsius, et ce qui semblait être une source inépuisable de richesse s'est révélé être un chemin certain vers la ruine. Et ce n'était pas seulement la terre. Sans diversification de son économie, le pays s'est effondré lorsque les réserves ont commencé à s'épuiser dans les années 1990. Le luxe a disparu aussi vite qu'il était apparu. Les investissements de plusieurs millions de dollars réalisés à l'étranger ont été vendus à la hâte et la faillite de la Banque centrale de Nauru a symbolisé la chute d'une nation autrefois appelée l'île millionnaire. Le gouvernement a encore tenté de transformer le pays en paradis fiscal, mais le projet a échoué à cause de la corruption, de la mauvaise gestion et des pressions internationales qui y ont rapidement mis fin. Le résultat a été un vide économique qui a frappé de plein fouet la population, désormais sans ressources, sans emploi et sans perspective. Ce qui restait était un contraste cruel. Un morceau de terre tropicale entouré de plages de sable blanc et d'eau cristalline, mais qui, à l'intérieur, ne gardait que des ruines. Le portrait vivant d'un paradis devenu une terre stérile et oubliée. Numéro 5. Ressources de base. Vivre à Nauru signifie affronter des défis quotidiens qui, pour beaucoup d'entre nous, seraient impensables. Le premier est l'eau potable. Comme l'île ne possède ni rivière ni lac, la population dépend presque totalement des usines de dessalement et de la collecte des eaux de pluie. L'électricité est également instable. Produite principalement à partir de générateurs fonctionnant au diesel, elle est coûteuse et fréquemment sujette à des coupures, aggravant encore plus les difficultés quotidiennes. De plus, l'accès à Internet est limité et coûteux, et les services de base comme la santé et l'éducation rencontrent de grands obstacles par manque de ressources. Un autre problème est l'alimentation. Sans terre fertile, Nauru ne peut pas produire de fruits, de légumes et de légumes verts en quantité suffisante. Le résultat est des prix absurdes. Un simple chou-fleur peut coûter 12 $ américains, tandis qu'une pastèque atteint 40 $ américains. Face à ces prix, une grande partie de la population se tourne vers des aliments ultra transformés à bas coût et de faible valeur nutritive, dont beaucoup sont rejetés par les marchés occidentaux. Et ce n'est pas tout. Avec peu d'options de loisirs, la vie sociale est extrêmement limitée et de nombreux habitants décrivent le quotidien comme répétitif et démotivant. Cette réalité reflète les difficultés d'un pays qui lutte pour se maintenir dans un environnement isolé, où les ressources naturelles sont limitées et où les coûts d'importation rendent la vie quotidienne un véritable défi. Numéro 6. Santé. Nauru porte un titre peu enviable. Il est considéré comme le pays le plus obèse du monde. On estime qu'environ 94% des adultes sont en surpoids et que 71% sont obèses. Ces chiffres alarmants reflètent directement l'effondrement économique et environnemental de l'île. Sans terre fertile pour cultiver ses propres aliments, Nauru a commencé à dépendre presque totalement des produits importés, généralement ultra transformés, bon marché et très caloriques, comme les viandes en conserve, le riz blanc de basse qualité, les nouilles instantanées et les sodas, beaucoup plus accessibles que les fruits et légumes frais. Ce mode d'alimentation, ajouté au manque d'options de loisirs et au peu d'activité physique, a déclenché une véritable épidémie de maladies chroniques. Le cas le plus grave est celui du diabète de type 2, qui touche presque la moitié de la population adulte, devenant un problème de santé publique à l'échelle nationale. En outre, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et les problèmes respiratoires sont devenus courants dans pratiquement toutes les familles de l'île. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le tabagisme est également alarmant. Environ 48% de la population adulte fume régulièrement, ce qui aggrave encore les maladies respiratoires et cardiaques. Le résultat de cette combinaison est une espérance de vie considérablement réduite, aujourd'hui autour de 64 ans, bien en dessous de la moyenne mondiale. Ce qui fut un peuple entouré par le luxe de la richesse du phosphate souffre aujourd'hui de l'une des plus grandes crises de santé publique de la planète, conséquence directe de la dépendance aux importations et de l'absence d'un système de prévention efficace. Numéro 7. Économie. Après l'effondrement du phosphate, Nauru s'est retrouvé sans direction. Le pays, qui avait été le plus riche de la planète, a dû chercher de nouvelles formes de survie, et beaucoup d'entre elles ont été controversées. L'une des principales sources de revenus est née d'un accord avec l'Australie, qui a transformé une partie de l'île en centre de détention pour réfugiés et demandeurs d'asile. Pendant que leurs dossiers étaient examinés, ils étaient maintenus à Nauru dans des conditions extrêmement précaires.
Cette mesure a apporté de l'argent au gouvernement, mais elle a aussi terni l'image du pays. Des organisations internationales de défense des droits humains ont dénoncé des abus, des mauvais traitements et même des cas de violence dans ces centres, plaçant Nauru dans l'actualité de façon négative. Une autre tentative a été de transformer l'île en paradis fiscal dans les années 1990. Des banques fantômes, des sociétés fictives et du blanchiment d'argent ont fait circuler des millions, mais le système s'est effondré sous les pressions internationales. La mauvaise gestion, la corruption et la réputation entachée ont éloigné les investisseurs, laissant plus de dettes que de bénéfices. Aujourd'hui, l'économie de Nauru dépend presque entièrement de l'aide extérieure et de quelques accords ponctuels. Le plus important est la location de licences de pêche dans sa zone économique exclusive, négociées avec des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ces contrats garantissent une partie du revenu national, mais ne suffisent pas à subvenir aux besoins de toute la population. Numéro 8. Capitale. Une curiosité qui rend Nauru encore plus singulier est le fait d'être l'un des rares pays du monde à ne pas avoir de capitale officielle. Contrairement aux nations qui centralisent leur administration dans une ville définie, Nauru fonctionne d'une manière particulière. Le district de Yaren, situé au sud de l'île, est celui qui joue ce rôle. On y trouve les principaux bâtiments du gouvernement, comme le Parlement national, les ministères, certaines ambassades, comme celles de l'Australie et de Taïwan, ainsi que l'unique aéroport international du pays. Cependant, Yaren n'est pas considéré comme une ville, mais plutôt comme une zone administrative. En pratique, il est vu comme la capitale de fait de l'île, même sans ce titre officiel. Numéro 9. Tourisme. Bien qu'elle soit entourée de plages tropicales de sable blanc et d'une mer cristalline qui pourrait facilement la placer parmi les destinations les plus prisées du Pacifique, Nauru est, en réalité, l'un des pays les moins visités du monde. On estime qu'à peine environ 200 touristes parviennent à atteindre l'île chaque année. Un nombre si petit qu'en un seul mois, des villes touristiques comme Bali ou Cancun reçoivent plus de visiteurs que Nauru en une décennie entière. Les raisons de cela sont nombreuses. Les difficultés commencent déjà avec l'obtention du visa, qui exige des procédures bureaucratiques inhabituelles et décourageantes. De plus, les vols sont rares et coûteux, presque toujours opérés par Nauru Airlines, la seule compagnie aérienne du pays. Comme il n'existe pas de liaison directe vers la plupart des grands centres internationaux, le voyage devient long, fatigant et financièrement inaccessible pour la plupart des voyageurs. Numéro 10. Transport. Avec seulement 30 km de routes pavées qui font le tour de l'île, explorer Nauru est rapide et simple. En moins d'une demi-heure, il est possible de parcourir tout le territoire en voiture, en s'arrêtant pour admirer les paysages tropicaux et le bleu intense de la mer qui entoure l'île. Les embouteillages n'existent tout simplement pas, puisqu'il y a peu de véhicules en circulation et qu'une seule station-service dessert toute la population. Un détail curieux est que, malgré sa petite taille, Nauru a eu une ligne ferroviaire d'environ 4 km, construite en 1907 pour transporter le phosphate de l'intérieur de l'île jusqu'au port. Pendant des décennies, ce chemin de fer a été le symbole de la prospérité, transportant l'or blanc qui a fait de l'île la plus riche du monde en PIB par habitant. Aujourd'hui, cependant, la voie ferrée reste presque abandonnée, ne servant que de repère historique d'une ère des richesses qui s'est terminée en décadence. En résumé, la réalité de Nauru est un puissant rappel de la manière dont l'exploitation non durable et la cupidité peuvent dévaster une nation. L'île, qui fut un symbole de richesse, lutte désormais contre les défis de la pauvreté, de la santé et de l'isolement. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.